C'est une question qui revient régulièrement sur le devant de la scène et qui est revenue encore une fois ce week-end et cette semaine depuis le combat entre Aljamain Sterling et Henry Cejudo pour la ceinture bantamweight, donc moins 61 kg de l'UFC, où pendant ce combat, on a eu un combat plutôt serré qui, à mon sens, a été clairement gagné par Aljamain Sterling. Cejudo n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner la ceinture, mais beaucoup de gens pensent que Cejudo aurait dû gagner. Ou également, ce qui est notable, c'est au niveau des cartes des juges, comment ils l'ont scoré. Il y en a un qui a donné le dernier round à Aljamain Sterling, alors que bon, clairement, il était pour Cejudo. Et s'il avait simplement pas donné ce dernier round et qu'il avait jugé voilà, normalement ce dernier round, Cejudo serait gagnant sur les cartes des juges. Mais bref, ça c'est une autre question. Et ce dont je voulais parler, c'est la polémique autour des coups de genoux au visage à un adversaire au sol. Est-ce qu'il faut enfin les autoriser? Est-ce que c'est normal ce qui s'est passé? Il y a ce tweet qui a beaucoup tourné après le combat. Donc je vous le montre, c'est en anglais, je vais vous le traduire. Alors, cette règle à un adversaire à terre, de coup de genou à un adversaire à terre, est complètement illogique sur tous les aspects du combat et n'est en aucun cas réaliste. Ça ruine l'UFC. Je ne peux pas compter sur une main combien de fois Henry aurait pu défoncer la tempe d'Aljamain Sterling avec ses genoux. Les règles du MMA asiatique sont supérieures dans tous les sens. Donc là, on voit quelques captures. C'est vrai qu'il y a eu souvent des situations comme ça où Aljamain Sterling était à quatre pattes parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas se prendre des coups de genoux au visage, il était prêt. Et Cejudo était là dans ce qui serait normalement une position extrêmement avantageuse, extrêmement offensive, et en fait ne pouvant rien y faire. Donc il y a quelque chose de pas normal à ce niveau-là. Pour revenir sur Sterling et sa ceinture, il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'il a gagné sa ceinture comme ça. Il a gagné par un coup de genou à la tête par Peter Yan. Une victoire très controversée. D'ailleurs, je pense qu'à mon sens, on ne devrait pas gagner une ceinture comme ça sur disqualification. C'est franchement la pire manière de gagner une ceinture. Et d'ailleurs, je pense qu'Aljamain le savait. On a reproché à Aljamain son jeu d'acteur. Maintenant, j'ai envie de dire oui, mais non, on ne sait pas. On sait pas. D'après les avis de certains docteurs que j'ai regardés, c'est pas parce qu'on est KO que le coup était plus fort que si on l'était pas. C'est tout à fait possible qu'on puisse ne pas réussir à se relever d'un coup comme ça sans pour autant être KO. Bref, on va pas juger, on va lui laisser le bénéfice du doute. Ceci dit, bon, on ne devrait pas gagner une ceinture comme ça, c'est pas normal. Et c'est le premier champion de l'histoire de l'UFC qui a gagné une ceinture par disqualification de son adversaire. Alors qu'en plus, Yan était en train de lui rouler dessus, donc c'est vraiment dommage pour Peter Yan. Ceci dit, le rematch, Aljamain il a gagné le combat dans les règles et il n'y a pas de débat là-dessus, même si c'était pas forcément un combat très intéressant, c'était beaucoup de Aljamain qui prend le dos et qui reste au sol et qui juste tient la position et qui profite aussi du fait que Peter Yan est quelqu'un qui est lent au démarrage, c'est quelqu'un qui est dans l'observation les deux premiers rounds, mais bon, j'ai envie de dire, hein, là ça marchait jusqu'ici, observation même juste le premier round avant quand c'était 3 rounds, ça marchait jusqu'ici, mais là va falloir contre ce genre de personnes, ce genre de calibre, ne pas perdre 2 rounds parce que c'est quand même crucial, à moins que tu roules sur le mec pour les 3 prochains rounds ou que tu le KO, tu peux plus perdre 2 rounds comme ça, c'est juste parce que tu observes et puis surtout quand tu es contre un adversaire que tu connais déjà comme Aljamain Sterling, même s'il a probablement changé de game plan, c'est pas une stratégie viable, il faut que Yan change parce qu'en ce moment ça se passe pas très bien pour lui. Mais on en parlera une autre fois, on aura l'occasion. Ensuite, quel combat pour Sterling, TJ Dillashaw qui revient. Non, il avait eu le combat contre Sandhagen avant, mais où il s'est fait mal. Mais pendant longtemps, il n'était pas là, il était inactif. Et puis clairement, il était blessé. Donc c'est un peu une victoire, encore une fois, pas terrible. Donc là, la légitimité d'Aljamain, elle n'est pas sur comment il a gagné la ceinture, elle n'est pas sur sa victoire contre Dillashaw. Elle est, ok, la deuxième victoire contre Yan. Et là, contre Cejudo. Mais même Cejudo, il revient depuis quelques années où il n'était pas là. Donc la légitimité, elle est dure à acquérir et d'ailleurs Sterling s'en plaint et il l'a posté et il en parle. Respectez mon nom, put some respect on my name, respectez mon nom. Et c'est difficile d'autant plus de la manière dont il a gagné contre Cejudo. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que voilà, il a eu sa rédemption avec Peter Yan. Puis bon, TJ Dillashaw, ça a été le combat que ça a été, ok, mais là contre Cejudo,
il a exploité une faille dans les règles du MMA pour gagner, et une faille qui n'est pas logique en fait. Je vous montre ce mème qui me fait rire et qui témoigne bien de la situation en fait. Donc je traduis, c'est difficile de convaincre quelqu'un qui n'est pas fan de MMA que quand Aljamain est dans cette situation, dans cette position, fait ce mouvement, il va gagner. C'est vrai, regardez-moi ça. Vous voyez ça dans la rue de personnes comme ça, tu ne te dis pas, c'est le mec qui est par terre qui est en position avantageuse. Et en fait, si, c'est très avantageux. Il est dans une situation où justement, Cerudo est un petit peu neutralisé, il n'a pas trop le choix. Il ne peut pas vraiment striker parce que s'il retire ses mains, il perd le contrôle s'il essaie de taper avec ses mains. Et sinon, il doit aller grappler davantage, c'est-à-dire aller dans le terrain de Sterling, là où Sterling veut l'emmener. Cerudo savait que ça allait se passer. Il y a une vidéo sur TikTok, alors je vous montre, mais je ne vais pas vous la traduire parce que c'est compliqué, et ça blablate, ce serait trop long, c'est pas concis. Mais grosso modo, Cerudo dit à Herb Dean dans les vestiaires avant le combat, je sais qu'Aljamain va faire ça, je sais qu'il va appâter le coup de genou en étant à terre, pas à terre, à terre, pas à terre, à quatre pattes. Et ce à quoi Herb Dean répond en substance, je connais mon travail, laisse-moi faire, s'il fait ça, je sais repérer ça et je le dirai, laisse-moi faire mon taf. Donc c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que Cerudo savait que ça allait venir, apparemment c'est quand même une habitude de Sterling. Maintenant c'est pas vraiment de sa faute Sterling, c'est les règles, il joue avec les règles, c'est comme ça, tu vois, c'est comme les footballeurs qui simulent, ils ont une récompense s'ils réussissent, si l'arbitre donne un penalty ou un coup franc, j'en sais rien, on arrête le jeu, et il n'y a pas de punition, ou alors très rarement, là il n'y a pas de punition pour ça, il profite d'une règle. Donc regardons quand même cette position en question, c'est où Aljamain Sterling est à quatre pattes et même les fesses sur les talons. Et comment on peut accepter au final, là, à cause de ces règles, que cette position, qui devrait dans le combat en général, dans le combat de rue, être la pire position peut-être, ça devienne une position dominante. C'est-à-dire que même en jiu-jitsu brésilien, c'est-à-dire le sol pur, ta position au sol, la meilleure position au sol, c'est d'être sur ton dos. Ou alors d'être sur l'autre, mais c'est pas d'être à quatre pattes et d'avoir l'autre potentiellement sur toi ou derrière toi en nord-sud, ou prise de dos. Ça n'a aucun sens. Donc normalement dans cette position, tu es très vulnérable, tu as peu de visibilité, tu pourrais te prendre un coup de pied. Alors là, comme c'est le MMA, donc il faut comprendre qu'il y a les règles qui s'appellent les règles unifiées du MMA, MMA Unified Rules en anglais, qui sont appliquées par l'UFC et en général aux États-Unis, où il n'y a pas de coup de genou ni de coup de pied à la tête d'un adversaire au sol. Ça peut se comprendre, on peut comprendre que ça peut choquer les gens si on voit ça, mais on va discuter de ça, en réalité ce n'est pas beaucoup plus dangereux que ça. Donc ce qu'aurait pu faire Cerudo, en théorie, et ce qui se passerait dans la rue, ce serait un coup de pied dans la tête, un coup de genou dans la tête. Parce qu'un coup de genou dans la tête, il pourrait continuer à mettre la pression sur l'arrière de la tête ou les épaules de Sterling, donc garder le contrôle, et puis mettre des coups de genou. Comme dans cette vidéo que je montre du ONE FC. Et justement, au ONE FC et en Asie, on peut mettre des coups de genou à la tête d'un adversaire au sol et même des coups de pied. Alors ça, c'est un autre débat, mais pour l'instant, on va parler des coups de genou. On peut mettre des coups de genou à la tête au sol parce que ce sont des règles différentes en fait. Il y a deux types de règles pour le MMA, celle utilisée aux États-Unis, en Europe, on va dire en Occident, qui est les Unified Rules, les règles unifiées, et puis il y a les règles asiatiques qui sont appelées le MMA Global, Global MMA Rule Set, les règles du MMA global qui sont un mélange des Unified Rules et des anciennes règles du Pride. Le Pride qui était très différent, il n'y a pas le droit au coup de coude, mais il y avait le droit au coup de pied à la tête, on pouvait porter des chaussures de lutte, le premier round c'était 10 minutes, bref, et il y avait 2 minutes entre chaque round après. Bref, c'était un truc très différent, qui était très apprécié à l'époque, et encore aujourd'hui par d'anciens fans. Donc ce que je vais expliquer là, c'est pourquoi cette règle, elle est à l'avantage des grappleurs. Parce que cas de figure, d'Aljamain Sterling contre Cerudo, prenons-le, Aljamain va tenter un takedown, ou le lutteur en général tente un takedown, il le rate, bon, il va se retrouver, en général c'est un double leg ou quoi, il va se retrouver par terre, l'avant vers l'avant, donc on va dire à quatre pattes. Et celui qui a bloqué le takedown ou qui l'a esquivé, qui est encore debout, il a deux choix. Soit il recule et il ressort, et donc toi tu te relèves, le lutteur se relève et revient dans sa position initiale, et il n'y a pas de récompense pour avoir bloqué un takedown.
soit tu essayes de frapper avec tes mains, mais tu te rends vulnérable, soit tu essayes d'aller prendre la soumission ou la position, mais tu rentres dans le jeu du grappling et tu te rends plus vulnérable. Tu es beaucoup plus vulnérable que si tu pouvais juste mettre un coup de genou, maîtriser par exemple l'arrière de la tête et mettre un coup de genou. Donc dans tous les cas, si tu essayes de frapper avec les mains, tu n'as plus de contrôle, donc tu crées de l'espace de l'ouverture. Et en plus, le grappleur, lui, il a toujours la possibilité de réattaquer ta jambe, de relancer une phase de grappling. Donc, tu rates ton takedown et quelque part, tu as une récompense parce que tu peux quand même continuer à emmener l'adversaire ou le striker, par exemple, dans du grappling, alors que lui, il n'a pas la possibilité de capitaliser sur une bonne défense. Il n'a pas la possibilité, parce que on le voit, hein, un lutteur peut imposer de la lutte à un striker peut difficilement imposer le striking à un lutteur. Et c'est comme ça justement en partie à cause de cette règle. Il y a d'autres règles qui protègent d'ailleurs les grappleurs, je dirais normalement, notamment, et après ça c'est normal, hein, les coups derrière la tête et dans le dos, mais je peux vous dire que quelqu'un qui serait sur tes hanches contre la cage pendant que toi tu sprawls, si tu pouvais lui mettre des coups dans l'arrière de la tête et dans le dos, ça changerait le game. Et l'autre, notamment, entre autres, si tu pouvais mettre un coup de 12-6 elbow, donc de 12 à 6, donc vertical, si tu pouvais mettre ça à l'arrière de la tête d'un grappleur qui est en train d'essayer de lutter contre la cage. Mais bon, là, pour des raisons évidentes et indiscutables, les coups à l'arrière de la tête sont interdits. Mais c'est juste une des nuances qui font que c'est un sport et pas un combat de rue, parce que même si on recherche le réalisme, ça reste un sport, mais on cherche quand même à se rapprocher du réalisme et de la forme de combat, de la forme de compétition ultime qui permet l'expression la plus variée de techniques de combat. Donc voilà, cette situation très bizarre fait que la personne qui est au sol à quatre pattes, qui devrait être extrêmement vulnérable, a en fait un espèce de totem d'immunité qui en plus lui permet d'être offensif. C'est une position finale assez offensive puisque tu as peu de risques de te prendre des coups. Ok, l'autre peut te prendre le dos, etc. Mais voilà, à partir du moment où il y a un engagement, tentative de soumission, engagement en grappling comme ça, il y a la possibilité de le renverser, de perdre la position. Et puis notamment, en théorie, si on est dans le cas lutteur-striker, bah, le striker il n'a pas envie de s'aventurer dans le domaine du grappleur. Donc c'est très déséquilibré, ça provoque un gros déséquilibre et qui fait que bah, en fait, tu peux spammer des takedowns, tu peux essayer takedown, takedown, takedown. Sans grand risque, en fait, il n'y a pas de punition. Alors qu'un striker qui rate un coup, bah, il est ouvert à un contre. Toi, tu rates un takedown et t'es récompensé parce que tu as une position d'immunité. Et en plus, tu es récompensé parce que tu peux quand même forcer l'autre à rentrer dans l'engagement que tu veux. Donc, tu peux quand même dicter le combat. Et en pensant d'ailleurs à une situation dans la rue par rapport à ce que j'ai dit, au coup derrière la tête, la lutte, choper les jambes, les hanches, ça fait penser quand même que dans une situation de rue, finalement, la lutte, si tu te retrouves voilà, coincé sur les hanches et que tu ne bouges pas et qu'on te défonce le dos de la tête, tu te fais défoncer, la meilleure lutte au final, ce serait la lutte gréco-romaine qui se passe que au-dessus des hanches. Ou le judo, bien sûr, c'est beaucoup plus safe que de tenter un double leg dans la rue. Et alors c'est intéressant parce que l'UFC est quand même dans une dynamique, je pense, de modifier ça, puisqu'ils ont sorti les gants récemment que Gilbert Burns a montré des gants un tout petit peu plus courbés à ce niveau-là, parce qu'avant, fermer ses poings, c'était un effort. Donc évidemment, pendant le combat, tu fermes tes poings que quand tu as besoin de taper, et puis tu es tout le temps comme ça, et donc qu'est-ce qui se passe? Doigt dans l'œil. Et ces gants-là sont conçus pour que les doigts soient courbés, que ce ne soit pas un effort de courber les doigts, et dans ce cas-là, que tu sois plus souvent point fermé, qu'il y ait moins de doigts dans l'œil. Évidemment, ça réavantage les strikers, puisque ça évite les doigts dans l'œil notamment, mais ça réavantage les strikers en un sens, parce que ça devient plus dur d'ouvrir complètement ses mains pour un grappleur, et donc le grappleur perd en mobilité des mains. Et voilà, donc c'est un léger désavantage pour le grappleur. Je voulais montrer des cas de figure avec cette vidéo du ONE FC. Donc typiquement là c'est Demetrius Johnson, ancien champion de l'UFC en flyweight, dans son premier combat sous ses règles de MMA asiatique. Vous allez voir, il va se faire KO, c'est-à-dire qu'il tombe, le striker le fait tomber et après il lui met un coup de genou dans la tête. Et donc ça permet au striker justement ça, c'est à l'avantage du striker parce qu'il ne rentre pas complètement dans la lutte, il ne rentre pas dans une phase de lutte, il peut rester plus ou moins debout
et mettre un coup voilà, qui normalement c'est très bien mettre, qui est le coup de genou. Vous voyez, là, boum, coup de genou dans la tête, sans avoir eu à aller au sol, sans avoir eu vraiment à s'engager. T'es striker, tu drops quelqu'un, bah, c'est vrai que le risque, c'est que tu drops quelqu'un, tu vas au sol avec lui, tu es dans comment dire, dans son point fort. On voit par exemple, c'était Masvidal contre Covington. Masvidal drop Covington, mais il est très hésitant. Il essaye pas de foncer parce que ça, qu'est-ce qui se passe? Tu mets une grosse droite, bah, tu es ouvert à un gros takedown. Et il va pas non plus au sol parce que sinon il va se faire complètement dominer. Donc il hésite et il peut pas capitaliser sur un bon coup. Tout ça parce qu'on a une règle qui l'empêche de mettre un coup qu'il saurait très bien mettre et qui serait à son avantage. Donc là, autre cas de figure assez peu orthodoxe, mais voilà, comment finir un combat rapidement. Mais on voit qu'on a souvent le mec qui met des coups de genoux dans la tête après avoir droppé son adversaire. On a celui-là où typiquement c'est ce que Cerudo aurait pu faire, c'est-à-dire bloquer, contrôler en nord-sud et ensuite attaquer avec des coups de genoux. Ça, si ça c'était possible, un grappleur serait obligé de se mettre sur le dos ou de réattaquer immédiatement, et déjà ça permettrait d'ailleurs d'avoir plus d'action dans l'UFC. Et ici on a un cas d'abus de cette règle, c'est-à-dire c'était Constantin Goulov versus Mikhail Gazaev au M1. Donc on voit pendant les 3 rounds, hein, c'est-à-dire que le mec a commencé au premier round, et il a fait la même chose au deuxième round et au troisième round. Il est resté au sol tout ce temps pour justement, j'imagine, provoquer un coup de pied ou bien peut-être forcer le combat au sol. Et au bout d'un moment, Constantin Goulov en a eu marre et il a finalement donné le coup de pied dans la tête, ce qui a donné la victoire à l'autre par disqualification. On voit qu'il y a clairement un abus, et quand une règle peut être abusée comme ça, c'est qu'il faut la changer, c'est qu'il y a un problème. Si tu peux légalement en abuser et t'en tirer qu'une victoire, une récompense, c'est qu'il y a un problème. On a un autre cas où depuis le sol, on a cette vidéo de Conor McGregor qui était contre Khabib. Alors c'était clairement illégal, mais il a mis ce coup de genou comme ça dans une position crucifix. Donc en réalité, le mec dessus peut tout à fait aussi mettre ce genre de coup de genou, hein, mais dans une position légèrement différente, mais là il l'a fait. Et c'est un type d'utilisation de ce coup de genou qui est possible. D'ailleurs, petit enregistrement très drôle où il se moque de Joe Rogan qui dit que ce coup de genou est illégal. Illegal knee on the ground by Conor. A knee to the head of a downed opponent. That was an illegal knee on the head of a grounded opponent. Shut up, Joe, you little fool, yeah. Donc dans beaucoup de ces cas de figure, c'est pas forcément le mec qui a bloqué l'amener au sol qui a mis le genou. On voit qu'en fait souvent, ce qui se passe, c'est que celui qui a droppé son adversaire a le choix de ne pas aller au sol et de mettre un coup de genou et de capitaliser donc sur le bon coup qu'il a mis et de finir le combat rapidement. Donc c'est quelque chose, encore une fois, qui a l'avantage d'un style qui contrerait la lutte, notamment si tu l'utilises en défense, comme on l'a vu donc dans une prise un peu nord-sud. Mais après un scramble, du jeu au sol, n'importe qui peut se retrouver dans la position pour mettre des genoux à l'autre. Mais ça permet aussi de finir un combat rapidement et pas être sur du ground and pound qui va durer 5 rounds, ce qui est parfois assez chiant. Et donc l'autre question, c'est bien sûr du point de vue de la santé. Est-ce que c'est dangereux? J'ai envie de dire en fait pas plus qu'un coup de genou comme celui-là. Ton coup de genou au sol, il ne sera jamais aussi puissant qu'au coup de genou à un mec debout. C'est comme ça. Donc si on a le droit de mettre des coups de genou debout en tirant la tête d'un mec vers le sol, comme vous pouvez le voir là, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de mettre des coups de genou au sol qui ne sont pas beaucoup plus forts. D'autant plus que ça a été prouvé qu'un coup de genou ou un coup de poing, c'est pareil. Le fait qu'il n'y ait pas de gants, qu'il n'y ait pas de rembourrage, ça ne va rien changer à la puissance de l'impact et aux dégâts que ça va te faire au cerveau. Ça peut peut-être changer les égratignures, mais c'est tout. Le coup, tu le prends quand il y a un gant. Donc je peux comprendre que ce ne soit pas une question de dégâts, mais plus une question peut-être de moralité, frapper un homme à terre. On sait que ça a été un gros débat dans la légalisation du MMA, l'idée de frapper un homme au sol, ça ne plaisait pas. Puis
Il a fallu éduquer les gens sur le fait que frapper au sol, en fait, c'est pas très puissant. Et en plus de ça, quelqu'un au sol, il n'est pas sans défense. Il a des armes pour se défendre, il a des techniques. Donc là, pour une question de moralité, je peux comprendre que ça choque encore plus un coup de genou dans la tête à un mec au sol. Mais en même temps, celui qui est sur son dos, il peut mettre un up kick au mec qui est debout. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu déséquilibré à ce niveau-là. Et je pense que voilà, c'est possible de légaliser ça, mais il va falloir éduquer les gens et le grand public à comprendre que c'est aussi une question d'équilibre pour équilibrer le jeu entre lutteur et striker. Et c'est une question voilà, de technique et qu'au final, c'est pas forcément beaucoup plus fort que ça. Parce que c'est vrai que le problème, c'est que voilà, tu es dans une position qui devrait être la pire et tu as un totem d'immunité et tu es récompensé pour te retrouver là. Alors maintenant, moi personnellement, ouais, j'aimerais bien que les coups de genoux au sol soient autorisés. Non pas pour une question de réalisme, parce que le MMA c'est un sport, donc les gens qui disent ouais ça devrait être du combat de rue et tout, je suis pas trop d'accord avec eux, parce que non, on a 15, on a 3 à 5 rounds de 5 minutes pour prouver qu'on est le meilleur, c'est pas celui qui finit, on est noté sur ces rounds et on est noté en fonction de sa domination, et puis bon bah voilà, ça reste un sport. Moi j'aime pas trop l'idée que le MMA c'est censé être du combat de rue ou je sais pas quoi. Non, on essaye de s'éloigner de ça. C'est un sport qui permet l'expression de la plus grande variété de techniques de combat possibles. Ça, c'est comme ça que je vois le MMA. Ça reste un sport. Donc l'argument du réalisme, c'est pas celui que je veux. En revanche, je pense que ça a du sens de le légaliser parce que, un, c'est pas si dangereux que ça. Que deux, ça permet voilà, une technique de plus qui devrait être prise en compte. Que trois, il y a cette faille qui est exploitée par certaines personnes, dont Aljamain Sterling ce week-end, qui arrive à être champion comme ça, alors que ça ne devrait pas être possible. Et ça ne devrait pas être possible de conserver son titre avec ce genre de technique. Et parce que voilà, je pense qu'il faut rééquilibrer le jeu entre lutteur et grappleur parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages à la lutte et aux lutteurs. Alors les lutteurs vous diront l'inverse. Les lutteurs diront oh, mais non, mais on commence un round debout donc c'est avantage aux grappleurs, aux strikers. Non, c'est pas vrai. À l'UFC, on voit très rarement un striker imposer son style de combat à un lutteur et le forcer à striker. On voit beaucoup l'inverse. Donc c'est il y a en partie la nature même de ces techniques de combat, mais il y a aussi les règles, dont celle-là. Maintenant, pour ouvrir sur un autre sujet qui sont les kicks à un adversaire au sol, ils appellent ça les sucker kicks, donc en gros un penalty dans la tête d'un mec au sol. Là, c'est vraiment une autre question, je pense. Là, je pense qu'en réalité, c'est beaucoup plus dangereux d'un point de vue dégâts. J'ai pas vu de recherche sur le sujet vraiment spécifiquement des coups de pied à la tête d'un adversaire au sol, mais en 2015, il y a une étude qui a été publiée par le Clinical Journal of Sports Medicine, le Clinical Journal of Sports Medicine, et donc ils ont dit que les coups de pied à la tête provoquent des dégâts significatifs et augmentent le risque de trauma crânien. Bon, ça on s'en doute, mais c'est surtout que les kicks faisaient des dégâts plus sévères, des blessures plus sévères que n'importe quel autre type de strike et que de tous les types de coups, c'était celui qui avait le plus de chances de mettre un KO et de causer des dégâts vraiment très puissants. C'est vrai, un coup de pied, c'est très fort. C'est beaucoup plus fort qu'un coup de poing, même s'il y a beaucoup plus de KO avec les poings, parce que pour une raison simple, c'est qu'il y a plus de gens qui savent utiliser leur poing que leur pied, que aussi c'est moins risqué et que c'est moins fatigant. C'est quand même beaucoup plus puissant qu'un coup de poing. Et le coup de pied le plus puissant que vous puissiez générer, c'est un low kick, c'est pas un high kick. Et si vous mettez un coup de pied à la tête d'un mec qui est au sol, qui a 4 pattes ou qui est en train de se relever, c'est un low kick. Et ça, c'est probablement beaucoup trop puissant et on peut comprendre que ce soit refusé et de forcer plus ou moins le combat à s'engager plus sur de la technique. Donc en plus de ça, le mec qui est au sol, il a surtout à 4 pattes, il est plus vulnérable parce que la tête est beaucoup plus exposée, qu'il a moins de vision, il voit beaucoup moins de visibilité. Avec ses bras, il ne peut pas se protéger parce que ses bras sont en train de supporter son poids au sol et il ne peut pas absorber le coup en se déplaçant. Voilà.
Donc c'était mon avis sur ce sujet qui fait un peu polémique et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on devrait légaliser ces coups? Est-ce que c'est trop dangereux? Est-ce que non, il faut conserver cet avantage aux grappleurs pour X raisons? Laissez-moi savoir dans les commentaires et à la prochaine.